consensus. Que retenir finalement à propos de l'organisation du référendum pour la réduction de la durée du mandat du président Macky Sall? En tous les cas, la sortie du ministre de l'Intérieur sur la question pousse le PDS à dire que c'est inacceptable. La LD dit observer. Et puis, pour la PR, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Le dossier du jour est réalisé par Mohamed Ali Mouba. Vous allez l'entendre dans quelques instants. De l'autre côté de la technique, on s'y attelle après la sortie du ministre de l'Intérieur sur l'organisation d'un référendum. Donc, pour la réduction de la durée du mandat, l'opposition a également réagi à Mbacké. Elle parle de leur synonyme de peur d'organiser la présidentielle en 2017. De leur côté, les appareillistes de Mbacké disent n'avoir peur de rien du tout. Et la déclaration d'Abdoulaye Daouda Diallo se comprend. Pape Balagaï, ce sera dans quelques instants. Retour donc sur le dossier de Mohamed Ali Mouba. Que retenir à propos de l'organisation du référendum pour la réduction de la durée du mandat du président Macky Sall? Mohamed Ali Mouba, il y a quelques difficultés avec la machine. La collectivité Lébou de Bargny ne craint pas le terrorisme. Le Sénégal ne connaîtra pas d'attaque, affirme le Jaraaf de Bargny, qui a par ailleurs prédit la victoire du président Macky Sall au premier tour de la prochaine présidentielle. La collectivité Lébou recevait le ministre de la gouvernance locale, Abdoulaye Diouf Sarr. Direction Assemblée nationale, si Mamadou Amar Dione est en ligne. Mamadou Amar Dione que nous allons retrouver donc dans quelques instants. Nous allons donc retrouver à l'instant Isidore Alexandre Sen, oui, qui nous parle donc de la collectivité Lébou, qui déclare que le Sénégal ne doit pas avoir peur des terroristes. Isidore Alexandre Sen. Les Sénégalais peuvent dormir la tête tranquille. Ce sont en substance les propos du Jaraaf de Bargny. Selon Momar Talandoy, notre pays est protégé de toute attaque terroriste. Affaire terroriste yi du ñëw fii dafa am ku jël avion boo tiimee Bargny avion bi dana daanu géej soo jógee sow bii boo yéegee di nga daanu Yoff wala nga daanu Ngor. La collectivité Lébou de Bargny s'est également prononcée sur l'élection présidentielle à venir. Pour elle, l'actuel chef de l'État sera vainqueur. Il va gagner dès le premier tour. Élection yi du ñaari tour de benn rek la. Dina gagner région de Dakar, région de Thiès, région de Fatick, Kaolack, Saint-Louis. Man Jaraaf Bargny maa ko wax. Une promesse qui rassure le ministre de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire, Abdoulaye Diouf Sarr. Après Yoff, Ngor, les 12 peintres de Dakar, aujourd'hui à Bargny, nous avons effectivement été agréablement surpris de voir que le message est très bien perçu. Parce que le Jaraaf vient effectivement aujourd'hui de nous donner un cours de sciences politiques en nous disant en perspective qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire, que le chef de l'État sera élu dès le premier tour aux prochaines élections. Le déplacement du ministre à Bargny est une étape d'un long périple qui va le mener dans les 128 collectivités Lébou du Sénégal. Isidore Alexandre Sen, Bargny, RFM. Nous allons revenir donc sur le dossier de Mohamed Ali Mouba. C'est à propos de la réduction de la durée du mandat du président Macky Sall. Les acteurs politiques se prononcent. Abdourahmane Ndiaye se dit étonné. Selon ce membre du secrétariat exécutif de l'APR, les supputations autour de la réduction du mandat présidentiel n'en valent pas la peine. Et pour cause. Un référendum est facilement organisable. Maintenant, organiser les référendums à 4 mois, 5 mois, ben ça c'est des calculs d'épicier auxquels nous ne nous adonnons pas. Du côté de la LD, on est sur la même longueur d'onde, ou presque. Moussa Sarr, le porte-parole de ce parti. Nous nous attendons à une élection présidentielle en 2017 pour respecter l'engagement de son Excellence M. Macky Sall. Nous espérons qu'il y aura un référendum en 2017, en 2016 et qu'à la suite de ce référendum, nous allons nous prononcer sur non seulement la réforme des institutions, mais sur la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Que cet engagement-là sera respecté. Parce que c'est le candidat Macky Sall qui a détruit cet engagement devant le peuple sénégalais. Honnêtement différent au PDS. Pour Lamine Ba, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, le président Macky Sall a toujours entretenu le flou autour de cette question. Je me pose la question que se posent tous les Sénégalais. Dans quelle république sommes-nous? Dans quel État sommes-nous? Quelle démocratie veut-on nous vendre avec ces tenants du pouvoir? C'est la question. Pour la première fois depuis 60 ans d'indépendance et d'autonomie politique, nous sommes arrivés aujourd'hui
à ne pas connaître la date de l'élection présidentielle dans notre pays. Il n'y a pas plus grand scandale que ce scandale-là. La réduction du mandat présidentiel devrait faire partie du paquet de réformes à soumettre aux Sénégalais en mai 2016, forme la déclaration du ministre de l'Intérieur remet-elle tout en cause? En tout cas, pour le moment, la question reste entière. La question fait débat Mbacké entre acteurs politiques, Papa Balagui. La sortie du ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, ne laisse pas indifférent l'opposition dans le département de Mbacké. Entre l'heure et sondage, les militants de Rewmi et du Parti démocratique sénégalais se disent ne pas être ébranlés. Selon Manel Fall, la peur a changé de camp et exige le respect des engagements pris par le chef de l'État, Macky Sall. Qu'est-ce qui a changé les dons pour que son ministre de l'Intérieur sorte pour dire que le référendum ne figure pas en 2016? C'est une peur. Puisqu'il organise les élections en 2017, ils seront battus. Macky Sall sera battu. S'il l'organise en 2019, il sera battu. S'il l'organise en 2022. Pour Serigne Faye, militant du Parti démocratique sénégalais, ce n'est pas une surprise venant du président Macky Sall. Nous, au niveau du Parti démocratique sénégalais, on a toujours su, avant que Moustapha Cissé Lo lui dise de faire 7 ans, on a toujours su que les élections peuvent ne pas avoir lieu en 2017 parce que Macky Sall n'est pas prêt. S'il va en 2017, il va finir. Apériste Baragay rectifie. Selon lui, il n'y a pas péril en la demeure et invite les politiques à se préparer en conséquence. Nous avons un bilan dont nous pouvons nous glorifier. Par conséquent, nous ne devons pas avoir peur d'aller à une élection. Un acteur politique, c'est des élections. Quand il faut aller à des élections, il faut se préparer pour aller à ces élections-là. Mais je pense que ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur est une déclaration qu'on peut effectivement comprendre en tant que ministre de l'Intérieur. Pour une élection présidentielle prévue entre 2017 et 2019, la balle reste dans le camp du président Macky Sall, seul habilité à décliner la date pour l'organisation prochaine d'un référendum. Papa Balagui, Mbacké, Radio Futur Média. Direction Assemblée nationale, Mamadou Amardion, bonjour. Oui, bonjour Antoine Diouf. Vous suivez donc la séance plénière. À l'instant, c'est le ministre de l'Intérieur qui fait face aux députés. Les parlementaires l'ont interpellé sur la sécurité publique, le renforcement des moyens de la police, entre autres. Oui, effectivement, Antoine, c'est parti depuis 10 heures pour des interventions de 3 minutes pour chaque député inscrit sur les 55 qui figurent sur la liste. Plusieurs prises de parole ont trait à la sécurité publique. Vous l'avez dit, les députés ont demandé au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo, de renforcer les moyens des forces de sécurité, notamment la police. La police qui, d'après les députés, abat un travail remarquable, mais cela est la partie visible de l'iceberg, car le sous-équipement a fini de démontrer cette incapacité parfois à intervenir rapidement et efficacement. Comme l'ont souligné les parlementaires, ils sont revenus sur des cas d'agression qui se multiplient à Dakar, la capitale, mais aussi à l'intérieur du pays. Une violence qui installe la peur dans les esprits, des véhicules 4x4 et d'autres sans plaque d'immatriculation légale qui écument les boutiques, agences et même les habitations. La démultiplication des postes de police est donc réclamée dans certaines zones criminogènes. Le terrorisme a été également évoqué, Antoine. Sur ce point, il est demandé le renforcement des moyens de surveillance des forces de sécurité, la vulnérabilité des enfants talibés également, qui peuvent être enrôlés par des terroristes. Aussi, y a-t-il un référendum? C'est une question qui a été posée par un député au ministre qui va certainement répondre à cette question d'actualité. Bref, toutes d'autres questions ont été soulevées sur le renouvellement des cartes nationales d'identité, sur la revue des statuts des commissaires divisionnaires, et le projet de budget, Antoine, du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a été arrêté à plus de 76 milliards 375 millions de francs CFA, soit une hausse de plus de 11 milliards 346 millions de francs CFA, donc 5 milliards 200 millions de francs CFA qui ont été affectés à l'ASP, l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité. Antoine, si vous n'avez pas de questions, c'était Mamadou Amardion de l'Assemblée nationale à la place Soweto à Dakar. Merci Mamadou Amardion en direct de l'Assemblée nationale. Affaire du trafic de passeports diplomatiques au ministère des Affaires étrangères. Le journal Le Témoin rapporte dans sa parution du jour que le cerveau aurait été arrêté en Algérie. Il s'agirait du fils d'un marabout appartenant à une grande confrérie au Sénégal. Les acteurs de l'éducation ne parlent pas le même langage au sujet de l'affaire des 600 élèves maîtres pendant que la Fédération nationale des parents d'élèves s'oppose à leur réintégration dans le système. La COSYDEP prend le contre-pied et demande le respect de la décision rendue par la justice.
El Hadj Ndiogou Diène. Depuis qu'elle a éclaté en juillet 2014, l'affaire des élèves maîtres suscite attention et passion. Même la décision de la Cour suprême n'a pas estompé la polémique qui continue de plus belle. Sur cette affaire, la Fédération nationale des parents d'élèves du Sénégal est en phase avec le ministre de l'Éducation nationale. Pas question de réintégrer ces élèves maîtres selon son président, Bakary Badiane. Je suis désolé d'entendre des syndicats soutenir ces gens-là parce que c'est une honte. Quand celui-là qui doit former lui-même est faible, mais que deviendra l'élève? Mais quand même, la justice a tranché en faveur de ces élèves maîtres. La Cour suprême leur a donné raison en cassant la décision du ministre de l'Éducation nationale. Nous avons entendu le ministre dire que sur le fond, on n'a pas parlé sur le fond, c'est la forme. Le fond, c'est quoi? Le fond, c'est que ces gens-là ne sont pas aptes à enseigner. Et quand ils ne sont pas aptes à enseigner, on ne les prend pas. Nous disons non à toute l'intégration. La réintégration des élèves maîtres, c'est en revanche ce que défend la COSIDEP. Le coordonnateur de cette organisation, Cheikh Mbaou, estime que les décisions de justice doivent être appliquées dans un état de droit. Nous ne comprenons pas qu'un ministre qui a suffisamment de ressources humaines, matérielles, qui puisse avoir des conseillers, qui n'ait pas pu prendre les dispositions utiles pour dépasser les questions de forme. Normalement, s'il s'entretient régulièrement avec ses conseillers, les questions de forme ne devraient pas être posées. Aujourd'hui, ce que je lui ai dit, c'est que ce n'était pas à lui de casser cette décision, mais c'était plutôt au jury de constater que les enfants, que cette faute-là est avérée. Nous sommes dans une république, et une république, c'est un état de droit. Quand le pouvoir judiciaire a eu à démontrer que le ministère n'avait pas raison, je pense qu'il faut accepter que les enfants puissent reprendre. En tout cas, il faut respecter la décision de justice. Faut-il appliquer ou ne pas appliquer la décision de justice? En tout cas, le scandale des 690 élèves maîtres accusés de fraude est devenu un dilemme cornélien. Et puis les élèves maîtres tiennent d'ailleurs une conférence de presse cet après-midi en compagnie de leur avocat, Maître Alusso. Ils vont se prononcer sur la dernière sortie du ministre de l'Éducation nationale sur cette affaire. Serine Baïtian a déclaré devant les députés qu'il n'est pas question de réintégrer ces élèves maîtres accusés de fraude au concours de recrutement. Renouvellement du bureau de la Chambre des métiers de Matam. Le gouverneur se veut très clair. Il n'est pas question d'accepter les tentatives frauduleuses et toute personne qui s'aventurerait à frauder sera présentée au procureur, avertit le chef de l'exécutif régional de Matam qui promet la transparence. Correspondance Ali Balian. Immixtion de personnes étrangères, production de faux documents et usage de faux. Le gouverneur de Matam monte au créneau. À quelques jours du renouvellement du bureau de la Chambre des métiers de Matam, les différents postulants livrent aujourd'hui une véritable guerre de positionnement. Des candidats qui ont tous déposé des listes d'artisans et d'accompagnants, plein d'irrégularités. Omar Mamadou Baldé, le gouverneur de Matam. L'administration va les organiser dans la transparence et dans la rigueur. Nous avons fini d'examiner tous les dossiers déposés à notre niveau pour la qualification. Je tiens à rappeler à ce sujet que quiconque a eu à fournir un certificat de travail va prouver à l'administration qu'il est un véritable chef d'entreprise. Tout chef d'entreprise qui a eu à délivrer des attestations d'apprentissage nous donnera des preuves réelles de son statut et des formations qu'il a eu à disposer. Le chef de l'exécutif régional de Matam, qui vient de rencontrer les différents candidats, décide de saisir le procureur contre toute fraude. Pour tout dossier, la personne concernée répondra devant le procureur de Matam. Je voudrais d'ailleurs à ce sujet dire que j'ai reçu tous les postulants qui me reconnaissent qu'il y a eu des personnes inscrites et qui ne sont ni artisans. Ils se sont engagés sous l'autorité d'un agent de l'administration à extraire toutes les personnes inscrites qui ne sont pas des artisans. À l'occasion de son face-à-face avec la presse, le gouverneur de Matam a insisté sur la neutralité de l'administration locale. Matam, Ali Bandegnan, RFM. RFM, fréquence de modulation, 94.0, la radio en puissance. Le secrétaire général du syndicat des agents et employés de l'administration publique prend le contre-pied du ministre de la Jeunesse, Mamba Ignan, qui a déclaré hier devant les députés que l'État ne doit plus rien aux employés des agences dissoutes et qu'ils ont été recrutés dans la fonction publique. Il n'en est rien selon Matar Dabo. Il soutient que le paiement des dommages et intérêts n'est pas encore effectif. Nous l'écoutons avec El Hadj Ndiogou Diène. Ces agents ont été licenciés abusivement. Et au-delà des droits légaux que l'État a déjà versés, c'est-à-dire les droits légaux sont composés de droits, c'est-à-dire quand on liste les indemnités de licenciement, les indemnités de préavis, les arriérés de salaire
et les congés dus ont été payés. Il restait le paiement des dommages et intérêts. Et il y a deux démarches pour entrer dans ces fonds en cas de demande de paiement de dommages et intérêts. Soit on passe par la voie judiciaire dans le contentieux juridique. Et là, c'est le juge qui fixe c'est-à-dire le montant des dommages et intérêts. Soit on passe par la voie de la négociation collective. Nous avons privilégié la négociation collective avec l'État pour le règlement de ce dossier. Il se trouve que présentement, le dossier est l'insertion d'une partie des agents au niveau de l'administration, ce qui n'est pas encore effectif. L'État n'a pas encore pris aucun agent dans la fonction publique, parmi les 227 qui ont perdu leur emploi. On est en train de négocier sur les 227 105 agents qui ont accepté d'aller dans la fonction publique. Les procédures sont en cours. On est en train de les inscrire sur le site des demandeurs d'emploi de la fonction publique pour que le Premier ministre nous accompagne à insérer ces 105 agents dans l'administration. Autre chose, la COP21 bat son plein et le Sénégal qui prend part à cette grande rencontre dans la capitale française pourrait abandonner ses projets de centrales à charbon. C'est pour aller dans le sens d'un nouveau modèle de développement basé sur les énergies renouvelables. Cependant, il est sans doute nécessaire que les nations développées financent le passage aux énergies propres. Envoyé spécial à Paris, Youssouf Boyan. La centrale à charbon de Sendou, d'une capacité de 125 MW, est l'une des premières à être lancée en 2009. Depuis 6 ans, les populations de Bargny se battent pour son abandon. Notre pays doit trouver d'autres alternatives avec l'appui des Occidentaux, selon le maire de Tiaoulène, Boubacar Aldindoya. Il y aura des impacts négatifs par rapport à l'écosystème, ça c'est vrai, mais les pays sous-développés ne peuvent pas tout le temps attendre. Il est temps qu'on trouve suffisamment de moyens pour trouver d'autres alternatives. Par exemple, s'il y avait tous les moyens qu'il faut pour mettre les barrages hydroélectriques au niveau des fleuves du Sénégal, de la Gambie et autres, certainement le Sénégal se passerait d'une centrale à charbon. Notre pays peut renoncer à ces 3 autres centrales à charbon prévues par le PSE, mais pour l'existant, il faudra amoindrir leur niveau de pollution. C'est l'avis de El Hadj Mbaye Diagne, membre du comité national changement climatique. On peut se battre quand même pour que la technologie qui soit installée au niveau de cette centrale à charbon soit parmi les technologies les plus modernes en termes de centrale à charbon et qu'on limite donc les émissions au niveau de cette centrale. Mais par rapport maintenant aux autres centrales qui seront installées dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, des mesures alternatives peuvent être prises pour avoir les mêmes effets en termes de coût, en termes de disponibilité de l'énergie, sans pour autant installer des centrales à charbon. Le charbon est aujourd'hui le combustible le moins cher en termes de production, mais le plus polluant au monde. Youssouf Bodian, la COP21 Paris, Radio Futur Média. L'actualité internationale. L'actualité internationale, d'abord la Côte d'Ivoire. Dieynaba Guillaume Soro visé à Paris par un mandat d'amnistie. La justice française souhaite entendre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Guillaume Soro doit être entendu dans le cadre d'une plainte déposée par le fils de l'ancien président ivoirien. Michel Gbagbo affirme avoir été enlevé et séquestré pendant plusieurs mois après son arrestation. C'était en 2011. Maria Madjemi. Les avocats de Guillaume Soro dénoncent le mandat d'amener émis par la juge d'instruction de grande instance de Paris, mandat d'arrêt à l'encontre du président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Soro doit témoigner sur l'affaire qui l'oppose à Michel Gbagbo, incarcéré à la fin de la crise post-électorale. De 2010 à 2012, il était sous la surveillance de l'ex-rébellion des Forces Nouvelles. Le fils de l'ex-président de la Côte d'Ivoire avait porté plainte en juin 2012 contre 10 anciens conzones. Guillaume Soro déplore le traitement dégradant et inhumain. Dans le cadre de la procédure, Gbagbo fils avait reçu une convocation de la juge Kéry, l'invitant à se présenter en tant que témoin assisté. Une convocation à laquelle il n'a pas répondu pour cause de contexte politique car il était chargé d'organiser les élections présidentielles quelques jours plus tard. Présidentielle en Centrafrique, Bozizé recalé par l'autorité nationale des élections. Oui, c'est bien cela. L'autorité nationale des élections a retenu 29 candidatures et le dossier de l'ancien président François Bozizé n'en fait pas partie. C'est une annonce de la Cour constitutionnelle de transition. Le premier tour de la présidentielle est le 27 décembre prochain.
et la présidente de transition Catherine Samba-Panza ne pourrait être juridiquement candidate. Et puis Antoine, nous allons parler donc de ces 4 militaires français qui ont entendu ce mardi à Paris dans l'enquête sur les soupçons de vol d'enfants, de viol d'enfants lors d'un déploiement, donc de leur déploiement en Centrafrique. Il s'agit des premières auditions. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, avait saisi la justice française. Il avait donné son feu vert pour que l'enquête interne de l'armée soit déclassifiée et transmise à la justice. Oui, la COP21, on est dans la dernière phase des négociations. Un accord est possible. Avant d'aller à Paris, allons d'abord en Afrique du Sud, Antoine. La justice a ordonné ce matin la libération sous caution d'Oscar Pistorius après sa condamnation en appel la semaine dernière pour le meurtre de sa petite amie en 2013. La caution a été fixée à $690, mais sa libération sous caution est assortie de plusieurs conditions, dont l'assignation à résidence chez son oncle à Pretoria, avec autorisation de sortie entre 7h et midi dans un rayon donc de 20 km de la maison. Il sera aussi soumis à un contrôle électrique. Allons maintenant. Plus vite que la musique, la COP21 maintenant, Djenaba. Voilà, les ministres de l'environnement des différents pays travaillent sur le projet d'accord final qui devrait être adopté par les États. Le président de la COP21 est optimiste parce que la Chine, plus gros pollueur, semble être dans de bonnes dispositions. Le ministre des Affaires étrangères de la France, Laurent Fabius, est au micro de notre envoyé spécial à Paris, Youssouf Boyan. Les autorités chinoises, depuis déjà un certain temps, ont pris le parti résolu d'agir contre le dérèglement climatique. Vous vous rappelez en particulier la déclaration franco-chinoise du mois de novembre entre le président Xi et le président français. Nous comptons sur eux et sur tous les pays pour aboutir à un résultat universel ce vendredi. Et donc, on m'a remis un texte samedi dernier, qui est un texte meilleur que le précédent, mais il reste encore beaucoup de travail. Et donc, en liaison avec toutes les parties, j'ai désigné des facilitateurs, ils sont au nombre de 14, et ils travaillent sur les sujets les plus difficiles. Ils rendent compte avec moi-même à l'ensemble des parties, et il y a donc une itération pour avancer. Et je pense, si chacun est bien d'accord, que dès ce mercredi matin, nous pourrons proposer les bases d'un accord. Ensuite, il nous restera, entre mercredi et jeudi, à avancer. Donc il reste beaucoup de travail, mais l'esprit est positif. Et je remercie chacun de ce qu'il fait pour avancer vers l'accord universel dont nous avons besoin. Alors, maintenant, restons en France. C'est pour reparler des élections françaises dont les résultats sont favorables au parti d'extrême droite mené par Marine Le Pen. Le Front National inquiète l'Union européenne. Ici à Dakar, les Français interrogés sont partagés sur la question. C'est un reportage de Mélodie Lepetit. Alors que le second tour des élections régionales en France aura lieu ce dimanche, le Premier ministre du Parti socialiste Manuel Valls appelle à voter à droite dans 3 régions. Les scores majoritaires de l'extrême droite suscitent des réactions partagées parmi la communauté française du Sénégal, qui admet qu'un tel parti ne pourrait exister au pays de la Teranga. Pour cette Française résidant au Sénégal depuis plus de 25 ans, ces résultats ne sont pas plus positifs que surprenants. Ça m'a triste, mais on s'y attendait. Vraiment, je ne sais pas de politique. Je n'y comprends rien. Elle parle bien, je partage certaines de ses idées, mais je ne veux pas. Je suis contre le Front National. Pour son ami, la politique française est une cause perdue. Et je n'ai rien à foutre de n'importe qui peut gouverner la France. Mais ça ne me fait rien du tout. Leur illustre ami sénégalais, qui connaît bien la France, ne se retrouve pas non plus dans le résultat de ces élections. L'image que nous avons connue de la France, c'est nous enregistre comme ça. C'est une honte. Je trouve que la France est produit des responsables, une première partie de France, à ce niveau, qui nous insultent gratuitement à la télé et à la radio. Alors que nous prenons un attachement à la coopération franco-sénégalaise. Il est important de rappeler que près de la moitié de la population française n'est pas allée voter. Au prochain tour, je serai en France, donc là je vais peut-être voter par moi-même. D'accord. Et vous savez aussi? Non, pas encore. Un choix qui sera peut-être difficile. Merci Mélodie Lepetit. Voilà, c'est tout Antoine pour la page internationale. Merci, Diana Bassédouba. Cher Kylian Dianero, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. La CAN des U23, demi-finale demain face au Nigeria. Les Lions olympiques sont prêts à rugir. Oui, parce qu'ils sont à un pas de la qualification aux Jeux olympiques prévus à Rio de Janeiro, c'est en juin 2016. Aussi à un pas de la finale, ils en sont plutôt conscients.
et comptent s'appuyer sur leurs propres forces pour franchir le cap sur la carte. L'exploit réalisé lors des phases de poule n'est plus d'actualité pour les Lions olympiques. Les poulains de Serigne Salidja se concentrent désormais sur leur prochain adversaire pour les demi-finales, le Nigeria. Al-Hassan Silla, défenseur des Lions. C'est le même état d'esprit, voilà. Parce que ce qu'on veut, c'est de qualifier, c'est ça notre objectif. Et voilà, quand je gagne ce match, c'est un moment part. Les Fly Eagles, nos Lions olympiques, les milieux de terrain, Ousseyni Thioune, Abdoulaye Ba et Nestor Mendy décortiquent le jeu des Fly Eagles. Ouais, concernant le jeu nigérian, nous on s'attend à tout. Nous on s'attend à tout, on se prépare à tout. Bah, ils sont physiques, ils sont bons techniquement, ils ont tout. C'est une grande équipe et ils ont tout. Parce que nous avons joué avec lors des Jeux africains. Le match est sur un match nul. On les a vus jouer 3 matchs durant cette compétition. Nous connaissons leur atout. Ils sont physiques, athlétiques et ils aiment les duels. Et ils aiment jouer surtout dans les premières minutes. Ibrahim Souri Keita, un des meilleurs artificiers du tournoi, veut maintenir la cadence, mais reste conscient de ce qu'il attend, lui et ses coéquipiers, face au Nigeria. Une équipe très physique, très fort aussi. On fera tout pour gagner ce match. Être meilleur buteur, c'est mon objectif, à toute compétition. Ces Lions olympiques sont confiants pour la qualification en finale et surtout pour les JO de Rio 2016. Mais pour eux, tout passe par cette demi-finale face aux Fly Eagles. Et sur le plan technique, comment les Lions doivent aborder cette rencontre? Ils doivent jouer, Antoine, sur leur propre qualité et remporter les duels pour remporter ce match si important. Ismaël Kamara a donné la parole à de 100 observateurs du football sénégalais. Voici son dossier. 3 victoires en 3 sorties, les Lions du Sénégal n'ont pas droit à l'erreur face aux Super Eagles du Nigeria. La demi-finale de ce mercredi aura un autre cachet, puisqu'étant synonyme de qualification pour les JO de Rio 2016. Pour vaincre l'ogre nigérian, les protégés de Serigne Salif Dia doivent jouer sur leurs valeurs intrinsèques en produisant un beau et efficace jeu. C'est de cette façon que les Lions olympiques peuvent sortir victorieux de ce duel. C'est du moins la conviction du journaliste sportif à l'APS, Salif Diallo. Mettre tous les ingrédients dans ce match, une joue sur les valeurs réelles, il n'y a pas de raison qu'il passe par le Nigeria. Maintenant, il faut respecter cette équipe du Nigeria, qui a déjà démontré que ce n'est pas une petite équipe. Et respecter le Nigeria, c'est vraiment être au niveau de cette demi-finale et jouer sur sa véritable valeur. Le niveau de jeu des U23 est satisfaisant depuis le début de la compétition. Ils doivent maintenir le cap pour espérer une place en finale. C'est plutôt l'analyse du technicien national Abdou Salam Lab. Il faut tout simplement continuer dans la dynamique qu'ils ont enclenchée depuis le début, c'est-à-dire jouer pour la gagne et faire attention à ne pas prendre de but. Aujourd'hui, les Lions n'ont qu'à continuer sur la lance. Le journaliste sportif à l'APS Salif Diallo semble partager cet avis. Il reste convaincu que les Lions ne doivent rien laisser à leurs adversaires. Ce qui est sûr, il faut être prêt pour les duels et essayer d'aller au taquet, essayer d'attaquer cette équipe-là, ne pas laisser un seul espace à cette équipe nigériane. La rencontre entre le Sénégal et le Nigeria ne va pas seulement se résumer à des stratégies technico-tactiques. Le fighting spirit peut aussi aider à faire la différence, selon l'entraîneur Abdou Salam Lab. Sur le plan psychologique, les Lions sont fin prêts. Pourquoi? Parce que ce match de demi-finale a un double enjeu. Les joueurs doivent pas écrire le nom dans le palmarès, mais également qualifier le Sénégal en finale des U23 et avoir derrière la tête la possibilité vraiment de décrocher cette coupe. Le décor est planté, la confrontation entre U23 du Sénégal et du Nigeria promet de belles empoignades, mais devant un public acquis à sa cause, le Sénégal va certainement profiter de son statut de favori pour déstabiliser et venir à bout du Nigeria. La route de Rio et le trophée final passent par cette voie jalonnée. En tout cas, les camarades, tous se sentent concernés par cette confrontation. Même les politiques apportent leur soutien aux Olympiques. L'ex-premier ministre Mimi Touré croit aux chances des Lions. Nous l'écoutons des propos recueillis par Abdoulaye Diagne, correspondant du quotidien Stade à Kaolack. Nous tous nous croisons les bras, nous les supportons pour qu'ils puissent se qualifier. On constate qu'il y a un renouveau du football et c'est une bonne chose. Donc on va croiser les bras parce qu'on ne va pas fêter à l'avance. Je pense que tout le monde est supporter de ces Lions et pour l'instant ça se passe bien. On prie pour que le succès soit au rendez-vous. Oui, mais tout est à notre portée. Moi je crois à l'effort, à la persévérance et c'est ce qu'on observe au niveau de cette équipe. Donc il n'y a pas de grande équipe, toute équipe peut être battue. Et donc
toute équipe, on peut gagner face à toute équipe du moment. Tous alors au stade pour appuyer les Lions olympiques qui croisent demain à partir de 15h l'équipe du Nigeria en demi-finale de la Coupe d'Afrique U23. Un match à suivre en direct sur la radio Futur Méga. Juste après aussi, l'autre rencontre des demi-finales devant opposer l'Afrique du Sud à l'Algérie. Notez, Antoine, que les deux finalistes et l'équipe classée vainqueur lors du match, l'équipe qui va remporter le match de classement, vont représenter l'Afrique aux Jeux Olympiques prévus en 2016, juin précisément à Rio de Janeiro. Un plus bref, l'OM sur les tresses de Djilabouji. Oui, c'est pour un prêt. Et Djilabouji, donc, notez que des négociations seraient déjà entamées pour son prêt dès le mercato d'hiver. Besiktas, Lazio de Rome, Trabzonspor sont sur le coup pour enrôler le défenseur central sénégalais, recruté l'été dernier par les Blues, mais pas utilisé par José Mourinho. Fin ce soir, des phases de poule de la Ligue européenne des champions. Et c'est avec la 6e journée à partir de 18h, 19h45 pour le groupe A. Le Real de Madrid reçoit Malmo, c'est un club suédois. Le Paris Saint-Germain aussi qualifié va recevoir les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Groupe B, Wolfsburg contre Manchester United qui est dans l'obligation de gagner ou même de ne pas perdre. Les CSKA Moscou, ce sont les Russes, se rendent en Hollande pour y rencontrer le PSV Eindhoven. Dans le groupe C, le Benfica de Lisbonne accueille les Espagnols de l'Atlético Madrid. Les Turcs de Galatasaray feront face à Astana. Et puis dans le groupe D, FC Séville accueille les Juventus de Turin. Manchester City fera face à l'équipe de Borussia Mönchengladbach. Notez que les clubs anglais, que sont Manchester City, Manchester United et Arsenal, sont deux au mural. Je vous dis bonne journée. Cher Tidane, merci.